Quel est votre parcours professionnel pour être arrivée restauratrice J'ai fait l'école du Louvre, hein, le premier cycle, Oui. de façon un petit peu laborieuse, je l'avoue, avec une spécialité en histoire du dessin. Et puis la dernière année de cette école du Louvre, donc la dernière année, je me suis préparée avec des collègues, on a pris des cours chez une restauratrice pour se préparer spécifiquement au concours de ce qu'on appelait à l'époque l'IFROI et qui est maintenant devenu l'INP. Donc on a préparé ce concours, on a présenté le concours, on a réussi toutes les trois, par chance. Et puis donc après j'ai fait l'IFROI, donc qui était à l'époque en 4 ans. D'accord. J'ai un petit peu vu toutes les techniques, j'ai découvert le parchemin, j'adore le parchemin, j'ai découvert tout ce qui était le montage et l'encadrement des dessins, j'adore ça. Et puis après je me suis inscrite à la Chambre des métiers, je suis devenue restauratrice à mon compte. J'ai travaillé un petit peu pour quelques musées, principalement au tout début au Louvre, par chance. Et puis parallèlement à ça, j'avais ouvert mon atelier. Donc je ne voulais pas trop rester sur Paris parce que, même bien qu'étant parisienne, je pensais qu'il y avait beaucoup de restaurateurs déjà sur Paris et qu'il fallait un petit peu partir en province. Et j'ai entendu parler d'ateliers qui se montaient dans le Poitou, à Saint-Savin-sur-Gartempe. D'accord. Les étudiants de l'école du Louvre devraient connaître. Et donc, ils ont créé à l'époque des ateliers que j'ai intégrés. J'étais la première à intégrer. J'y suis restée un peu plus de 4 ans et je suis venue m'installer à côté de Marseille, à Carry-le-Rouet, où là, par contre, j'avais l'habitude, je connaissais bien la région, et où venait d'être ouvert le CICRP, donc le Centre interrégional de conservation et de restauration PACA. Et donc là, il y a des ateliers qui sont mis à disposition des restaurateurs pour pouvoir travailler sur les œuvres des institutions, pas des œuvres privées, mais ça m'a permis de travailler sur les œuvres des collections de la région, tout en conservant quand même une petite activité sur Paris au Louvre et à suivre avec mes collègues, ce qui me permettait toujours de travailler seul dans mon coin en province et puis régulièrement d'aller voir mes collègues au Louvre et de discuter et d'échanger avec elles les techniques de restauration, nouvelles, pas nouvelles, voilà. Et donc au Louvre, on a peu à peu commencé à travailler dans le domaine du pastel, notamment avec l'expo du tricentenaire de Maurice Quentin de la Tour en 2004. Et là, on a commencé à envisager avec le chef d'atelier, André Leprat, et puis ma collègue, Marianne Derlas, l'opportunité d'essayer de trouver de nouvelles méthodes d'encadrement pour les pastels. On a mis au point plusieurs prototypes, puis finalement, on est arrivé à une solution technique acceptable. Et le Louvre a eu parallèlement à ça, a décroché un mécénat américain, les American Friends of Louvre, qui ont financé une première campagne de restauration et qui financent toujours la suite de la restauration, donc en vue d'une grosse rétrospective sur le passé. J'ai pris la décision de reprendre mes études. Donc j'ai repris mes études et je voulais faire quelque chose de différent, tout en étant dans la continuité de ce que je faisais, parallèlement à mon métier. Donc j'ai découvert un master à Paris 1 qui s'appelle Histoire des techniques. Et donc j'ai fait ce master tout en continuant à travailler, et notamment en continuant à travailler sur les pastels du Louvre et ce projet de réencadrement. Donc logiquement, étant donné que j'aime beaucoup le montage et l'encadrement des dessins, que je considère que c'est vraiment un acte de restauration important, ça fait partie de la restauration. C'est pas que de la conservation préventive, c'est vraiment un acte important et qui assure la pérennité d'une œuvre. Donc j'ai décidé de faire mon sujet de mémoire sur le montage, les techniques, l'histoire des techniques de montage et encadrement des dessins depuis le XVIIIe. Donc j'ai fait ce master-là, très enrichissant, passionnant. Et puis, donc parallèlement à ça, je travaillais sur les pastels. On en a cette année-là décadré une bonne vingtaine, si ce n'est une bonne trentaine. Et puis, au fur et à mesure qu'on décadrait des pastels avec mes collègues au Louvre, on voyait des choses, on se disait, tiens, c'est bizarre, on fait ça comme ça, on ne comprenait pas. Je dis, tiens, c'est pas ce qu'on voit dans les livres, c'est pas ce qu'on apprend traditionnellement sur l'encadrement des pastels, sur la façon dont une feuille est tendue sur un châssis, sur
comment est fait un châssis, on voyait des choses bizarres. Et puis lors de ma soutenance de master, mon professeur a estimé qu'il fallait vraiment que je continue mon travail en thèse et m'a incité vivement à faire une thèse. Et donc j'ai resserré mon sujet de thèse sur l'histoire des techniques de montage et encadrement des pastels du XVIIIe. Donc c'est un projet que je continue actuellement, j'espère bientôt terminer, et qui m'a fait découvrir plein de choses. Et je suis ravie, donc ça m'a donné une nouvelle motivation pour mon métier. Au niveau des interventions sur le musée Bonnard, généralement les interventions sont minimes. C'est uniquement des remplacements de montage qui sont trop vieux, trop acides, des petites consolidations de déchirures dans les angles, mais en général les dessins de Bonnard sont en assez bon état de conservation. Ils ont été très bien conservés, généralement dans des petites pochettes Millar, donc une pochette en polyester facile à manipuler, qui protège les dessins des manipulations et qui permettent de conserver les dessins bien à plat. Donc là, et puis les dessins sont souvent de petite taille, donc ils se sont conservés plus facilement aussi pour cette raison. Et donc, quand il y a des taches sur le papier, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Est-ce que la restauration est possible ou Alors, il y a des taches, il y a de nombreux types de taches, de nombreux types de taches plutôt. Alors, les taches, il peut y avoir des taches qui sont imprégnées dans le papier chimiquement, ou alors ça peut être des taches qui sont en surface, des salissures, de la poussière. Donc sur la poussière, on peut parfois faire des choses, on peut gommer, lorsqu'il n'y a pas de dessin, évidemment en dessous, parce que si on gomme et qu'on gomme le dessin, ça ne va plus. Donc on peut gommer, on a toutes sortes de gommes, de la gomme en poudre, de la gomme éponge, ça dépend de la poussière qui est enlevée. Après, il peut y avoir d'autres taches plus épaisses, des particules, des projections plus épaisses de matière, des fois qu'on peut arriver à gratter, quand elles n'ont pas taché trop le papier, qu'elles n'ont pas trop pénétré. Puis après, quand ça a pénétré dans le papier, c'est là que ça devient beaucoup plus problématique. Donc là, certaines taches sont solubles dans l'eau. Donc si la technique graphique supporte l'eau, et si le papier aussi supporte l'eau, on peut faire des traitements humides qui vont de la simple apport d'humidité avec un petit coton, et puis après on va tamponner, on va sécher avec un buvard. On est des petits traitements locaux, ça on peut. Mais si on peut aussi utiliser carrément des traitements par bain d'eau. D'accord. Alors ça, c'est ce qu'on fait, par exemple, souvent on le fait pour des gravures. Toujours après avoir fait des tests pour vérifier que la gravure tient bien, mais on peut baigner avec grande précaution. Il faut prendre des supports, les manipulations sont délicates parce que le papier dans l'eau est très fragilisé, évidemment. Donc on ne manipule pas n'importe comment. J'entends souvent des gens qui ont essayé d'appliquer des recettes qu'ils ont appris au cours de brocante. Donc on leur a dit « Ah oui, mais il faut prendre, là la gravure est un peu jaune, mais c'est rien, vous savez, je vous la fais pas très cher, et puis vous arrivez chez vous, vous verrez, vous mettez ça dans la baignoire, vous mettez un petit peu d'eau de javel, et vous verrez, elle va sortir très bien. » Alors les gens font ça, ils mettent la gravure dans la baignoire avec un petit peu d'eau de javel, et puis ils trempent la gravure, c'est efficace, il y a beaucoup de choses qui partent, ils sont contents, et puis quand ils veulent ressortir la gravure, et qu'ils prennent les angles de la gravure, ils se retrouvent avec les deux oreilles de la gravure dans les mains. Donc il faut quand même faire très attention quand on manipule, et puis surtout, l'eau de javel, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour le papier. Même à dosage très faible, même si on met un autre produit, soi-disant pour neutraliser l'action d'eau de javel, c'est pas une bonne méthode pour blanchir un papier. Et c'est une méthode qui est dangereuse parce qu'on ne peut pas complètement neutraliser l'action de l'eau de javel sur le papier. Et cette action va continuer dans le temps, donc en fait, ça va affaiblir la cellulose du papier dans le temps. Et c'est un processus qu'on ne pourra pas arrêter. Donc en restauration, on a des techniques de blanchiment qu'on utilise vraiment de façon très parcimonieuse et avec beaucoup de prudence. On fait vraiment des tests, on n'utilise pas n'importe quelle technique en fonction du papier ou de la technique graphique. Et puis surtout, c'est interdit dans les musées. Donc c'est interdit dans les musées parce qu'une action de traitement chimique comme ça n'est jamais anodine. Donc on le fait souvent dans le domaine privé, souvent pour des gravures, pour des choses qui ne sont pas uniques, pas des dessins uniques. Et voilà. Et on sait ce qu'on fait, on prend un risque pour sauver quelque chose qui
serait perdu Ouais. si on ne faisait pas ce traitement, mais ce n'est pas un traitement qu'on conseille en tous les cas. J'imagine. Ok. Voilà, après, pour les tâches, il faut aussi accepter qu'il y ait des tâches. Il y a des œuvres qui ont des tâches, qui ont un vécu. Ouais. Il y a aussi des tâches, ce qu'on appelle des tâches d'atelier, qui sont intéressantes pour moi à conserver. Voilà, c'est les marques du passage du dessin, qui est généralement une œuvre préparatoire. Donc dans l'atelier de l'artiste, on peut avoir toutes sortes de tâches de peinture, des tâches de doigts. Oui, donc ça, celles-là, on les enlève surtout pas. Voilà, oui, en général, on les évite. Puis de toute façon, on ne pourrait pas les enlever la plupart du temps. Il y a des taches de graisse, les taches de graisse, on peut des fois les atténuer quand elles sont fraîches, mais quand elles sont anciennes, c'est très difficile et c'est toujours un traitement chimique c'est très fragile, on peut le déchirer, le froisser, ça brûle très vite. Et pourtant, étonnamment, on conserve des œuvres sur papier qui ont des siècles et qui sont dans un état de fraîcheur parfois incroyable. Et des fois, même dans des catastrophes très importantes, je pense aux inondations. Et là, dernièrement, on a eu un exemple. Il y a des œuvres qui, malheureusement, ont été immergées pendant très longtemps. Et mes collègues qui sont intervenus pour s'en occuper ont été vraiment étonnés de la résistance du papier, même des techniques graphiques. C'était des œuvres qui étaient heureusement protégées correctement, qui étaient correctement emballées, et donc qui ont été immergées pendant un certain temps, mais qui étaient correctement protégées par le montage et tout un tas de protections, et qui s'en sont finalement remarquablement sorties, même si elles ont passé 2 jours dans l'eau et de la boue. Une fausse marge, ou un dépassant. On peut aussi appeler ça un montage évidé. Donc j'ai mon dessin, très très léger, une petite feuille qui vient d'un carnet. Donc on voit encore les points de couture du carnet et puis ici les petits angles arrondis. Et donc je vais l'incruster dans cette feuille. C'est du papier japonais que j'ai contrecollé. Donc en fait là il y a 2 feuilles de papier japonais contrecollées ensemble à l'amidon, à une colle d'amidon. Donc je prends mon dessin et je le centre à peu près. Voilà, il est petit donc il n'y a pas besoin de trop de marge. Et puis après je vais le bloquer. Je mets un petit point. Et puis je vais relever les contours de ce dessin. Donc simplement au crayon. Voilà. Donc je prends les contours juste, tout y compris avec ces petites irrégularités, avec ces petits défauts, ces petits décrochements. Voilà. Après j'ai fait le tour. Je retire mon dessin. Et donc j'ai le contour de mon dessin là. Donc après avec le scalpel, je coupe vraiment sur le trait. Et l'épaisseur du scalpel va me donner la distance en fait idéale. Et qui va faire un petit joint entre ma feuille de dépassant et la feuille d'œuvre. Voilà. Et donc maintenant je vais procéder au collage, à l'assemblage des deux. Donc je retourne.
positionne mon dessin pour qu'il soit bien centré, bien positionné. Je bloque. Et je vais découper des petites bandes de papier japonais que j'ai pré-encollé. Donc ça c'est mon papier japonais qui va me servir à faire la liaison. Donc c'est une feuille assez fine qui fait 15 grammes au mètre carré que j'ai pré-encollé avec de la méthylcellulose. Méthylcellulose que je vais réutiliser pour coller ma bande tout autour. Donc je la pré-encolle parce que comme ça renforce le papier, ça évite et ça facilite le collage, c'est-à-dire que la colle que je vais rajouter va rester en surface de ce papier-là et ça aide à apporter moins de colle en fait. Donc je découpe des petites bandelettes qui font environ 3 mm. Là c'est un dessin qui est petit, je vais essayer d'en faire une plus fine, ça sera plus joli. Ce petit joint et que ça soit là, que ça lâche. Il ne faut pas que ça soit la feuille d'œuvre qui cède, il faut que ça soit le montage. Donc voilà, le dessin est incrusté dans son dépassant. Donc après, il faut le mettre sous presse, à sécher. On met à sécher avec des buvards, des cartons, au milieu de ce qu'on appelle des non tissés. C'est-à-dire c'est un petit voile synthétique qui permet que, même s'il y a un petit peu de colle, le dessin n'adhère pas au buvard. Et voilà, l'étape suivante après, c'est monter cette feuille-là dans un passe-partout.